Bonjour Frédéric, bienvenue à tous. Ça me fait hyper plaisir. C'est vrai qu'il y a 24 ans, on m'aurait dit que je parlerais télé un jour. J'aurais dit pas vraiment, non. On va en parler du web, de la télé. Alors pourquoi on parle de télé aujourd'hui ? C'est l'explosion de la télé connectée, l'arrivée des ads sur les plateformes de streaming. On en parle, on vit un vrai moment clé dans ce secteur-là. Pas toujours simple à comprendre, à décoder, avec des gens qui arrivent d'horizons différents, des gens qui viennent du web comme nous, des gens qui viennent de la télé. Et bon, on ne se connaît pas toujours, on ne se comprend pas toujours. Donc pour démarrer cet après-midi, on s'est dit que on allait inviter quelqu'un qui vient du web mais qui est maintenant dans la télé. Alors c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup, c'est un des rares, on a 2 ou 3, mais c'est le plus emblématique, on va dire, Fred. Tu es une sorte d'emblème du monde du web. Alors vous le connaissez certainement, Frédéric, c'est le président fondateur de Blablacar, qui quand même une plateforme de voiturage de 60 millions d'utilisateurs, 100, pardon, il y a un petit bouton. Nickel. C'est technique. Bonjour à tous. 100. Bonjour à toutes et à tous. 22 pays, c'est juste ? Oui, 22 pays, 100 millions Yes. d'utilisateurs, 3 continents. C'est beau. Impressionnant. Et puis depuis 2020, Captain Cause, tu auras aussi l'occasion d'en parler. Oui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que toi et moi, on a 25 ans, depuis tout le temps. Ouais. Et tu me parles d'un truc qui a commencé il y a 24 ans, je suis très perturbé. Ouais, mais je comprends. T'étais jeune entrepreneur, vraiment, quand tu as commencé. Ouais, mais comme toi. Ouais, pareil. Ouais, mais pareil. Et voilà, ça arrive. C'est un problème spatio-temporel. Ouais, il paraît qu'il y a beaucoup de gens ont ce problème-là. Ouais, c'est vrai. Et donc, on s'est dit quand même qu'on avait besoin, pour commencer cette journée, de quelqu'un qui avait le verbe haut, disons ça, et puis que tu nous racontes un peu. Alors, parce que la télé, ça a eu plein d'importance dans ton parcours. Alors, toi, tu as eu l'idée de Blablacar en Californie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Oui, alors, disons qu'en Californie, je faisais du carpool, comme ils disent sur les carpool lane. Quand j'étais étudiant à Stanford et que j'habitais à San Francisco et j'allais à Stanford tous les jours. Donc, avec en fait mes colocs, on faisait le trajet, et ou parfois avec quelqu'un d'autre qui habitait aussi à San Francisco. Donc, on faisait du carpool comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est pas là que l'idée d'une plateforme m'est venue. C'est après en France, quand je suis rentré et que je devais rentrer en Vendée, parce que je suis vendéen dans une petite ville qui s'appelle Fontenay-le-Comte, pour ceux qui connaissent un peu la Vendée. Et donc, du coup, depuis Paris, je devais rentrer en Vendée au moment des fêtes de Noël. Et tous les trains étaient complets. Il faut dire aussi que j'ai l'habitude de m'y prendre un peu tard pour mes réservations. Tu vois, là, je suis arrivé parfaitement à l'heure, comme tu l'as vu, à 13h59 pour 14h. Donc, tu vois, je suis plutôt prévoyant, généralement. Non, mais donc, je m'y suis pris vraiment tard pour mes trajets. Et donc, il n'y avait plus de train disponible. Et donc, du coup, j'ai été obligé de finalement appeler ma petite sœur qui habitait à Rouen pour lui demander si elle ne pouvait pas m'emmener en Vendée en passant par Paris. Elle passait me chercher. Et en descendant sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont prise, eh bien, on voit passer les TGV nous doubler. Et donc, je vois les TGV nous doubler. Je dis à ma petite sœur, tu vois, là, je suis sûr qu'il n'y avait plus de place dans les trains. Parce que j'ai essayé de réserver, c'était total complet. Et puis en même temps, je vois toutes ces voitures vides et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait des milliers. Elles étaient juste pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et c'est là que je me suis dit, mais il faudrait indexer toutes ces petites places vides dans les voitures. Parce que là, en gros, j'ai eu de la chance. Je connaissais une place vide et c'était dans la voiture de ma sœur. Mais enfin, il fallait connaître ma sœur. Ça ne fait pas un service grand public, tu vois. C'est un peu limité. Et donc, il faudrait faire plutôt un service qui indexe toutes les places libres pour pouvoir les chercher puis les réserver comme on réserve une place de train. Et donc, l'idée m'a paru tellement simple que j'y ai pas cru. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment c'est que ça n'existe pas ? Enfin, je me suis dit, si ça existait, en tout cas, si ça existait à l'échelle, je le saurais parce que je voyage beaucoup. Donc, je serais tombé à un moment ou un autre sur cette possibilité de se déplacer, de trouver des places dans les voitures. Alors, je connaissais l'autostop, bien sûr, j'avais fait de l'autostop pas mal d'années avant. Mais il n'y avait pas de service qui permettait justement de trouver directement quelqu'un qui faisait le trajet. Et donc, voilà, j'ai pas dormi pendant 72 heures. Puis après, je me suis mis à coder. Puis après, j'ai pas arrêté. Voilà. Après, c'était 12 ans de non-stop, 90 heures par semaine à faire décoller le concept. Jusqu'à ce qu'un jour, on se retrouve et on se dit, tiens, 22 pays, 100 millions de membres. Enfin, c'est fou. Et justement, dans cette aventure, dans cette accélération, la télé, à l'époque linéaire, puisqu'il n'y avait que celle-là, elle a joué quelle part ?
Ça a joué, c'est marrant, une forme de crédibilisation. C'est-à-dire que, bon, enfin, tu le sais, quand on crée une boîte, généralement, tu as beaucoup de gens qui t'expliquent, même quasiment tout le monde qui t'explique pourquoi ça ne marchera pas. Et donc tu rencontres ça tout le temps. Et puis à un moment, tu te dis oui, je sais, ça ne marchera pas. Enfin bon, en attendant, je m'en occupe quand même. Et puis après, ils disent mais non, mais c'est quoi ton vrai boulot? Ah mais non, mais non, je fais quand même ça tout le temps en fait. Je construis. Non mais au début, surtout quand tu construis un site web. Enfin tu vois, mais même comment dire. J'ai lu la compassion plus d'une fois dans les yeux de mes interlocuteurs qui se disaient mais la vache, le gars, il était bien parti pourtant, tu vois. Il avait fait maths sup, maths spé, normal sup, Stanford en informatique, il a bossé pour la NASA et tout. Là, après, il a fait un MBA à l'INSEAD et le gars, il crée un site web pour les beatniks qui font de l'autostop, quoi. Toi, c'était un peu ça ce que tu prenais. Donc tu disais, oui, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, il y a des autostoppeurs. Mais en fait, très vite, justement, en fiabilisant énormément le service, on a étendu bien au-delà de l'autostop. Et même, on est même arrivé à un stade où les autostoppeurs étaient plus trop contents parce que du coup, le truc était trop fiable, dans le sens où c'était prévisible, il fallait s'engager un petit peu, enfin, tu vois, donc, à être sûr de venir et tout ça. Donc, et la télé, quand on a pu en faire, ça a été un petit peu, il y a l'effet vu à la télé, hein, je pense qu'il est toujours un peu valable, même si la télé est beaucoup plus diffuse, enfin en tout cas les écrans sont hyper diffus aujourd'hui, mais il y a l'effet crédibilisant d'un message bien fait, propre, qui passe à la télé, qui est vu par plein de gens, et donc qui donne une sorte de validation sociétale au concept. Donc c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Après, quand les gens ils ont vu le truc à la télé, ils ne te regardent plus exactement de la même manière. On en reparlera un peu plus tard, effectivement, de ce décalage entre les gens du web et de la télé. Je pense que je l'ai pas mal vécu aussi. On peut les regarder, peut-être, non, ces spots, Fabien, finalement? Si on les a. Alors, le premier spot, là, c'était nos mascottes. Au début, on ne savait pas trop comment faire. On voulait symboliser les passagers et les conducteurs. Donc, on s'est dit, tiens, on est arrivé un jour avec un concept de mascotte comme ça en pâte à modeler. Et donc, on a mis un vert pour le passager, un bleu pour le conducteur. Et puis après, on les a mis sur roue. Voilà, enfin, c'est très simple. Ils existent en physique, d'ailleurs. Hein. C'est un peu... Il y a une petite... les pâtes à modeler. Alors même si tout ça, ça a été fait en image de synthèse, mais il y a une vraie version pâte à modeler de ces petites mascottes-là. Et donc ça a été très bien fait, d'autant plus que là, on n'entend pas le son, mais il y a à la fin, il y a un petit slogan qui est resté d'ailleurs, beaucoup dont les gens se souviennent, qui fait Blablacar, Blablacar. Tu vois, enfin, il a marqué. Alors souvent, on nous a demandé pourquoi vous n'êtes pas allé voir France Gall pour faire Babacar, tu vois. Enfin, où vas-tu? Donc on aurait pu, hein, tu vois, mais bon, c'est pas trop tard d'ailleurs. Voilà. Après, on a fait une pub. Alors ça, c'est pareil, on n'entend pas, c'est dommage parce que là, la musique était très importante. C'est la musique de Phoenix, c'est Litzomania, qui est une très belle chanson. Voilà, d'ailleurs Phoenix avait dit qu'ils voulaient absolument pas que leur musique soit utilisée en pub, sauf que quand c'est Blablacar, ils ont dit ah oui, pour Blablacar on est d'accord. Donc ça, on était quand même vachement content. Et ça, c'est une dernière campagne de pub où là, alors c'est pareil, on n'entend pas, mais c'est des gens qui se confient dans un covoiturage. Donc on montre que le covoiturage, c'est en fait beaucoup plus que simplement évidemment des économies, même si c'est des économies, et c'est très important dans les raisons pour lesquelles les gens l'utilisent. Et c'est aussi évidemment une solution extrêmement pratique pour rejoindre parfois des régions qu'on a l'impression qui sont inaccessibles. Mais c'est surtout aussi la rencontre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Blablacar. C'est parce que quand tu t'inscris, tu choisis si tu es plutôt blabla ou blablabla. Toi, je sais ce que tu es. Je pense que tu es plutôt blablabla, comme moi. Non ? Ah ouais, ouais. Ça se discute. Hein. Ça se discute. Ouais, si, certainement. Ouais. Bon, moi, je suis inscrit en tant que blabla, mais on m'a déjà dit que j'étais plutôt blablabla. C'est vrai. Ouais, c'est bon. C'est pas une tare, hein. Enfin, tu vois, c'est ok. C'est ok. Ouais, c'est ok. Ça dépend avec qui tu te compares. Si je me compare avec Thibaut, je suis plutôt blas, tu vois. Mais, c'est vrai. Donc. Ah oui, il y a des gradations. Il y a peut-être blablabla. Ouais, peut-être, c'est pas faux. Et il faut avancer. Il faut arrêter le blabla. Et il y en a un qui tient la montre. Donc le début, il y a donc la télé linéaire. Alors aujourd'hui, j'imagine vous utilisez chez Blablacar la télé linéaire, la télé digitale. Comment ça se passe ? C'est un mix en fait, mais la télé linéaire, on l'utilise avec parcimonie.
on va dire. C'est-à-dire que ça vient renforcer des messages, rajouter un petit peu de notoriété, mais c'est vrai que c'est un mix complet, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Ça vient compléter une stratégie beaucoup plus large. Je pense que c'est lié au fait que justement les audiences sont beaucoup plus réparties aujourd'hui que ce qu'elles pouvaient l'être ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et donc du coup tu peux pas te permettre de tout mettre sur un canal. Tu es obligé d'aller répartir sur tout. Et en fait, ça apporte pas exactement la même chose. Encore une fois, le côté télé, il y a le côté vu à la télé qui a l'air quasiment un peu irremplaçable. C'est pas pareil que vu sur Internet. Tu vois, vu sur Internet, c'est personne qui écrit ça. Je dis pas parce que tout est vu sur Internet. Il y a aussi plein de conneries, d'ailleurs. Mais donc ça crédibilise pas beaucoup. Je dis pas qu'il n'y a pas de conneries à la télé, mais il y en a plus sur Internet qu'à la télé quand même. Donc voilà, et donc ça vient se compléter comme ça, et c'est pas exactement la même chose qu'on cherche. Et donc il y a plusieurs points que tu vas chercher. Tu vas chercher une forme de notoriété, de crédibilité, de reach, de cible. Enfin, tu vois, en fonction de ce que tu vas chercher, tu vas utiliser différents canaux. Maintenant, on a quand même plein d'outils pour traquer. Bien placé pour le savoir, pour traquer ce qui marche pas, ce qui convertit pas. Donc en fait, il y a aussi des logiques d'essai, beaucoup, où tu essayes, tu vois ce qui marche, si ça marche pas, t'arrêtes. Et puis tu peux tout mesurer, quoi. Voilà, la data. La data, c'est ça, Frédéric, la data. Alors, télé linéaire, télé digitale, clairement, tu le disais, quand tu as commencé à faire du web, les gens étaient un peu étonnés, voire plus qu'étonné. C'est un peu pareil, hein, finalement, entre la télé linéaire et la télé digitale. Ça n'a pas été toujours une histoire d'amour, c'est deux mondes. Je me dis, on va peut-être regarder quelques extraits, avec le son, pour le coup, Fab. Quelques extraits, et puis tu réagiras dessus, puisque maintenant, tu es passé du côté obscur de la force, puisque tu es à la télé toi-même, hein, dans une émission, on en parlera. Donc, j'aimerais bien avoir ton ressenti. Ce qu'on va voir là, c'était pas en 2002, c'était en 2017. Hein, juste. Notre téquitois de la semaine. Alors, Squeezie, rebonsoir. Bonsoir. C'est le roi de YouTube, etc. Et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Enfin, je dois dire bravo. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 € par an, c'est vrai? Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux, en fait. Alors, votre livre s'appelle « Tourne la page ». Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne, un livre. Alors, c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Mais tu es Respect, hein. Ben, bravo. Bah, merci, c'est très gentil. Donc, clairement, quand même un peu d'animosité, hein, on va dire, entre Squeezie, qui est assez représentatif, hein, finalement, du monde du online. Il est né dans le online, il a grandi là-dedans. Et un monde de la télé linéaire qui accueille pas, on va dire, avec beaucoup d'enthousiasme, ce nouvel univers. Hein. C'est dur, je trouve, comme image. Hein. C'est quand même... finalement, c'est un peu pareil dans d'autres secteurs. On l'a vécu. Hein. On n'est pas toujours très bien accueilli quand on vient du web. Alors, finalement, c'est quoi les rapports entre le web et la télé, tu penses ? Moi, je pense que ça va mieux parce que la télé a compris que le web était important. Mais non, mais je pense que c'est une réaction. C'est pas propre web télé, ça. C'est juste une réaction face à une disruption. C'est les incumbents qui sont là et qui disent c'est pas possible qu'il y ait un petit truc qui vienne nous perturber, nous qui sommes tellement forts, puissants, avec une inertie de malade depuis tellement d'années. C'est pas un petit truc sur la route, un petit gravier qui va nous emmerder. C'est plutôt ça, en fait. Mais c'est pas propre à web télé, hein. C'est propre à toute disruption. Dès que tu disruptes, t'es pas pris au sérieux, en fait. T'es rarement pris au sérieux. Et alors, c'est marrant parce que, comme ces dernières années, il y en a eu quand même pas mal quelques disruptions qui nous ont surpris pas mal. Il y a une forme d'humilité de la part des incumbents, quand même, maintenant. Ils se disent, attends, c'est quoi l'intelligence artificielle, là? Ah oui, quand même. Non, parce qu'on a déjà pris 2-3 claques avant, donc là, celle-là, on va la regarder. Tu vois, donc là, il y a des technologies maintenant qui arrivent où les gens se disent quand même, ah, là, il faut faire gaffe.
c'est pas parce que c'est petit, que c'est inexistant, que ça n'a pas beaucoup d'impact aujourd'hui, que ça peut pas quand même me retourner mon marché, quoi. Donc voilà, Squeezie a subi ça comme tout le monde subit ça dès que tu disruptes et que tu fais des choses différentes. Mais c'est pour ça qu'il faut garder sa vision et puis vivre dans le futur que tu construis. Bien sûr, mais d'ailleurs, souvent, chez nos clients annonceurs, c'est aussi compliqué d'innover. Et quand il y a des gens dans les équipes qui disruptent, c'est compliqué aussi pour eux. Donc c'est compliqué dans toutes les échelles, en fait. Je pense qu'on l'a tous vécu dans cette pièce. Alors, tu animes une émission de télé qui s'appelle Les Pionniers. Donc, c'est quelque chose que tu aimes, cette disruption, les pionniers, les gens qui inventent. Oui, parce que justement, j'aime bien comprendre ce qui convainc quelqu'un qui continue quand tout le monde lui dit « ton truc va pas marcher ». J'aime bien savoir ce qui se passe dans sa tête, tu vois, parce qu'il résiste. Et ça, c'est très intéressant. C'est quel type d'émotion ? Est-ce que c'est j'ai envie d'avoir raison ? Est-ce que c'est de toute manière, ce truc-là va arriver, donc autant que j'en sois l'architecte ? Est-ce que c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même ? Tu sais ? Je ne sais pas si tu te souviens de cette réplique des bronzés font du ski. J'ai peur, mais j'y vais. Vous vous souvenez plus ? Bon. Non, ça dépend de l'âge qu'on a. Nous, on a 25 ans, donc on se souvient parfaitement des bronzés font du ski. Bref, non, mais donc... voilà, c'est Josiane Balasco en haut de sa piste, tu te souviens ? J'ai peur, mais j'y vais. Ouais, bon, bref. Et donc voilà, tout dépend du contexte, mais ce qui se passe à chaque fois, c'est quand tu secoues, c'est ta conviction face au retour du monde conformiste inertiel dans lequel on vit tous. Parce que aussi l'humain, faut voir, alors, on va rentrer dans des trucs très philosophiques, mais enfin, l'humain, il n'est pas super à l'aise avec les choses qui sont vraiment nouvelles. En fait, il cherche un peu la répétition, surtout au fur et à mesure qu'il vieillit. Il cherche un peu le confort des trucs qu'il connaît. Il cherche un peu, il en a marre des trucs nouveaux, ça me fatigue. Et donc du coup, il n'a pas trop envie de voir les trucs nouveaux. Il préfère les trucs qu'il connaît bien, être dans sa zone de confort, on le dit. Et donc du coup, quand quelqu'un arrive avec une idée nouvelle, la première réaction de beaucoup de gens, c'est ce truc-là va nous emmerder. Qu'est-ce que c'est que ce truc nouveau encore ? Moi, j'étais peinard dans mon truc, je connaissais bien tout, et là, il y a un truc qui vient gratter. Mais donc, c'est pas grave. Quand c'est toi qui portes le truc qui gratte, tu te dis, c'est pas grave, je gratterai jusqu'à ce que ça marche. Mais voilà, c'est un certain état d'esprit aussi. Et ce faisant, même si de loin, on peut passer pour un fou, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens qui construisent ces innovations sont pas du tout fous. Enfin, tu vois, dans l'émission, dans Les Pionniers, je reçois des gens. Alors, c'est très, 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 très varié, parce que ça va de Jean-Louis Etienne, qui est le premier homme à être allé au pôle Nord, que j'ai eu il y a un mois, à Plantu, Lelouch, Thierry Ardisson, justement, qui était là, qui est venu sur le plateau, à qui il a fallu que je dise Thierry, c'est moi qui pose les questions aujourd'hui, parce que c'était parti à l'envers. Je dis attends, dans la table, Thierry, c'est moi qui pose des questions. Tu vois, Francky Zapata, qui a traversé la Manche sur son skateboard volant. Je sais pas si tu as vu ce truc-là. Enfin, le gars, à 170 km/h, il met 20 minutes pour faire France-Angleterre, lui, sur un skateboard volant. Non, mais il faut le voir, le truc, c'est complètement dingue. Et alors, le gars, il construit son skateboard volant. Il a une boîte, ils sont 35-40 personnes. Il a des investisseurs, tout ça, et c'est lui qui monte sur son skateboard volant. Alors, à un moment, je lui pose une question. Je lui dis, mais Francky, quand même, quand tu as des investisseurs, tout ça, quand ils savent que non seulement tu construis la machine, qui est quand même un truc où tout le monde te donnait à peu près 2 heures de survie dessus, et ça fait 2000 heures que tu voles sur ton truc. Il dit, oui, je crois que ma qualité principale, c'est la survie. Je dis, oui, je comprends, parce que quand même, le truc, il peut se retourner. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent tes investisseurs quand enfin, tu vois, tu leur dis, bon, non seulement vous investissez sur la boîte, mais c'est moi qui fais le cascadeur, donc je suis le CEO, mais enfin, si je me casse la gueule, comment dire, la boîte, tu vois, ça va être compliqué. Et je lui dis, mais tu veux pas prendre un cascadeur à ta place pour faire les trucs, t'es pas obligé, toi, d'aller te mettre sur le machin. Et là, il me regarde, et c'est là où tu te dis, ah oui, non, c'est la passion en fait qui l'anime, c'est l'émotion, c'est tout ça. Il me regarde comme si j'avais posé une question complètement con, en me disant, mais en fait, mais moi je veux voler.
T'as pas compris. Pourquoi je me décarcasse à faire tout ce truc-là là? C'est parce que moi, je veux voler. Je vais pas, une fois que j'ai fini mon engin pour voler, mettre quelqu'un d'autre dessus. Et donc, c'est ça qui l'anime vraiment. Et c'est ça qui lui fait vraiment franchir des limites que d'autres n'ont pas franchies. Il va beaucoup plus loin parce qu'il a cette envie-là, cette émotion-là. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu vois, alors je reçois dans les pionniers là, dans quelques jours quelqu'un qui s'appelle Grégoire Führer, qui est le fondateur du Montreux Comédie Festival. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, enfin, qui diffuse tous les humoristes. D'ailleurs, qui lui, pour le coup, a vraiment pris le virage au moment des réseaux sociaux et YouTube pour mettre tous les humoristes en ligne, alors que tout le monde lui disait t'es fou, il n'y a plus personne qui viendra dans tes salles, parce que si tu les diffuses en ligne, pourquoi est-ce que les gens viendraient dans la salle de spectacle? Bon, en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé, parce que plus il a diffusé, plus il y avait des gens, son festival, il cartonne à Montreux, là, enfin, c'est un truc de fou. Donc, c'était la bonne stratégie. Et donc, alors attends, justement pour relier au point que je mentionnais là, parce qu'il m'a dit un truc tout à l'heure, je me suis dit c'était exactement ça, et ben voilà, j'ai perdu le fil. Et voilà. Parce qu'à force de faire des ellipses, ouais, ça va revenir. Il m'a dit, voilà. Et c'était incroyable. C'était fou. C'était vraiment. Mais je le garde pour moi. Je le garde pour moi. Ouais, non, mais ça, je comprends que tu le gardes pour toi. Ça marque. Ça marque. On va retrouver Fred. Alors, pour conclure, parce que il nous reste 2 minutes, mais peut-être en plus, j'aimerais bien prendre juste une question. Alors, tu es un entrepreneur très engagé, voilà, pour le pouvoir d'achat, la planète. Est-ce que la télé, ça t'a aidé dans cette cause-là aussi et dans... C'est un moyen. En fait, quand tu es entrepreneur, tout est moyen. Tu vois, c'est-à-dire que une chaise, c'est un moyen. Enfin, alors, et c'est là où il faut justement faire preuve de grande créativité par rapport à tous les outils qui sont à ta disposition. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, je vais dériver vers la créativité plutôt pour répondre à ta question. C'est-à-dire qu'il faut être créatif avec tous les outils qui sont à ta disposition. Est-ce que tu connais cette stat que 98% des enfants de moins de 5 ans peuvent être considérés comme des ultra créatifs ? Et selon les mêmes critères, seulement 2% des adultes de plus de 25 ans sont considérés comme ultra créatifs. Il y a un truc qui se passe entre 5 et 25 ans. C'est le moment où on devient tous, je sais pas, on s'assoupit, on pense plus trop, on n'est plus suffisamment curieux. Alors les tests, c'est par exemple, je te donne un trombone, qu'est-ce que tu peux faire avec ? Eh ben, les enfants, ils trouvent entre 150 et 200 trucs à faire avec un trombone. Les adultes, ils en trouvent 15-20 et après, ils sèchent, quoi. Ils ne savent plus quoi faire avec le truc. Bon, les enfants, d'ailleurs, tu le vois, même des fois, tu offres des trucs à des enfants, tu leur offres un cadeau, ils jouent avec la boîte. Bon, parce que tout ce qu'ils voient, toi, tu vois une boîte, tu dis, ben, je ne vais pas jouer avec. Lui, il voit un truc et puis il est créatif avec. Il est créatif avec tous les outils qu'on lui présente. Bon, je pense que une des grandes leçons de la vie, c'est justement de tout faire pour conserver sa créativité et rester complètement neuf par rapport à tout ce qui nous entoure et imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et d'ailleurs, Picasso disait toutes les personnes naissent créatives en étant enfant. Le challenge, c'est de rester enfant toute sa vie. Voilà. Donc, merci. À méditer. C'est très proche. Nous, on fait beaucoup de data, mais il y a beaucoup de créativité aussi dans la data. Et je pense que tester des nouvelles formes, la créativité, elle est dans l'usage des outils aussi. Est-ce que quelqu'un a vraiment une question qu'il souhaiterait poser dans les 10 dernières secondes? Ah, c'est timé à la seconde près. Ouais. Ah oui, voilà, on n'a pas parlé de... Oui, j'en ai parlé un peu. Ouais. Allez. Non, le nouveau projet que j'ai lancé, donc, qui s'appelle Captain Cause. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que je l'ai lancé, on est une douzaine de personnes dans l'équipe. Ils ont tous entre 24 et 30 ans, ce qui fait que c'est super. J'apprends des mots tous les jours, moi, tu vois. Ouais. Alors, on va pouvoir... Ah oui, non, si on regarde ça... Alors, attends. C'est toujours un peu pareil. Alors, je vous laisse écouter. Ah ouais, genre, t'as des porte-clés. Ouais. Je vous laisse regarder la pub. Genre, je peux mettre mes clés avec et vous faire de la pub. Ou des mugs. Ouais, et des mugs aussi. Et prendre le café avec Trucmuche Consulting. Ah bah tiens, justement, ils m'écrivent là. Cette année, on va vous surprendre. Bah ça m'étonnerait. Hein. Bon, laisse-leur une chance, on sait jamais. On vous offre un
Dift. Oh la chance. Super. Je sais même pas ce que c'est. Non mais t'es sérieux? Mais c'est trop bien. Quoi, c'est trop bien, tu connais? Bah oui, c'est un don cadeau pour soutenir une asso. Don plus gift. C'est un gift. Donc je peux choisir à qui je l'offre. Ah oui, t'aimes vraiment bien. Hein. Mais c'est bon, on a compris, oui, t'as eu un gift, voilà, super. Ah, j'aime bien. Hé, moi, j'ai eu un Dift, moi. Mais arrête, c'est bon, on a compris, c'est bon, ça va. Oh, 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 bah, moi aussi j'ai eu un gift. Vous aussi, vous avez reçu un Dift? Je croyais que j'étais le seul. Offrez du sens, offrez des gifts. Rendez-vous sur captaincause.com. Voilà, donc c'est ce qu'on fait chez Captain Cause. On crée le concept de gift, donc don plus gift, et on permet d'offrir un cadeau qui ne soit pas un cadeau physique, mais qui est un cadeau qui a du sens, puisque quand on reçoit ce cadeau-là, eh bien, on peut attribuer le montant qui y est attaché à une association de son choix dans le domaine social ou environnemental aujourd'hui. Et donc c'est une nouvelle manière de... Alors c'est clairement une nouvelle forme de générosité, mais qui peut aller beaucoup plus loin, parce que ça permet justement de transformer le don d'une action à 2 en une action à 3, puisque c'est très engageant. Au lieu d'avoir quelqu'un qui paye et quelqu'un qui reçoit, on a quelqu'un au lieu d'avoir quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, on a quelqu'un qui paye, quelqu'un qui décide où va l'argent et quelqu'un qui reçoit. Et rajouter cette personne qui décide, c'est un humain justement qui décide. Puisque là, ce sont des gens qui décident d'aller allouer le budget à telle ou telle cause. Et donc, on réintroduit justement de l'émotion au centre de ce qu'on pense qu'il faut faire pour le monde. Tu sais que 93% des gens aujourd'hui sont frustrés par rapport à toutes les problématiques, évidemment, qu'on nous assène tous les jours via tous les canaux médiatiques, qui sont tous sans solution. Ça crée une frustration énorme, notamment l'éco-anxiété de la nouvelle génération, mais pas que. Et c'est pas bon quand l'humain il est dans une situation de frustration. Généralement, la réponse, c'est l'action. Et donc, nous, on permet une manière d'aller flécher de l'argent vers des actions sur le terrain et donc de vraiment transformer les choses en allant... alors, ça peut être retirer des tonnes de plastique de l'océan, ça peut être préserver des espèces de biodiversité menacées, ça peut être amener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, ça peut être favoriser l'insertion sociale par le sport ou par autre chose. Enfin bon, c'est des actions qui sont portées par le cœur et qui sont financées par les entreprises qui décident de s'engager avec nous. On a déjà 250 entreprises qui se sont engagées en 18 mois avec Captain Cause. Merci beaucoup pour l'énergie que tu mets dans Captain Cause et merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. C'était un grand bonheur, comme toujours. Je crois que cet après-midi est bien lancé pour parler de télévision. Merci infiniment, Fred. Et merci beaucoup. À très vite.